Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans le canton de Neuchâtel, dans la commune de Marin-Épagné et plus exactement à l'Athènes. Je te propose d'aller à la rencontre de Jonas Lamblay de la société Arandpan, fabricant de cet instrument. Tu verras, il a un son complètement envoûtant. Alors si tout comme moi, tu as envie de découvrir cet ovni de la musique, dont son origine de conception provient de Suisse, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on se rend dans son atelier. Alors, c'est parti, suis-moi. Salut Jonas. Salut Fluc. Comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Oui, merci en tout cas, c'est gentil de nous recevoir. Je voulais te demander, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Je m'appelle Jonas Lamblay, je suis neuchâtelois, j'ai 30 ans. Je suis fabricant de handpan maintenant depuis 6 ans. J'ai créé mon atelier à l'âge de 24 ans. Ça fait 10-12 ans que j'ai découvert cet instrument, que c'est devenu ma passion et que j'en ai fait mon métier. D'accord, c'est une jolie petite aventure alors. À fond. Et comment t'es venue l'idée de partir sur le handpan? Bon, je crois que assez rapidement, dès le moment où j'ai découvert l'instrument, j'ai eu envie de devenir fabricant. C'est vraiment un métier qui semblait pouvoir me nourrir sur tous les plans, sur tous les aspects que je cherchais à travers mon travail. Donc à la base, j'ai vraiment été fasciné par le son, par son histoire. Et puis sa fabrication, elle était très très mystérieuse encore aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de mystères autour à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de fascinant, c'était suisse aussi, c'était à la fois artisanal, technologique. Donc je crois que c'est vraiment la passion, l'intérêt, la rareté qu'il y avait autour de l'instrument qui m'a fait envie de devenir fabricant. Je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de me dire, comme quoi les origines étaient suisses. Est-ce que tu peux un peu nous parler de son historique? Volontiers. Donc le handpan, c'est un instrument qui est né à Berne, en Suisse, au bord de l'Ar. C'est la société Panart, donc Félix Reuner et puis Sabina Schaer, qui ont créé cet instrument. En l'an 2000, ils l'ont développé entre fin 99 et puis début 2000 en fait. Et là, ils l'ont développé sous l'impulsion d'un percussionniste suisse qui s'appelle Reto Weber, qui était venu à l'époque en fait faire réaccorder son steel pan chez Panart et qui, voyant un petit peu les recherches, le travail qu'il faisait actuellement avec des coquilles justement et plus la forme traditionnelle de steel pan, a eu envie d'un ghatam qui a une percussion indienne, un ghatam mais avec des notes en tôle. Et Félix et Sabina en fait se sont attelés
à lui développer un ghatam, si on peut dire ça comme ça. Et c'est comme ça qu'est né le premier handpan. Donc, il prend son inspiration dans deux instruments de musique principaux, le steel pan, principalement, de Trinité et Tobago, aux Caraïbes, et le ghatam, un instrument de l'Inde. D'accord. Voilà. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'ils en créent encore ou est-ce que parce qu'on entend souvent parler de hangpan ou de handpan. Oui. Est-ce que c'est quoi? C'est un nom protégé? C'est Alors bon, hangpan, ouais, ça c'est un petit peu, je sais pas, c'est un terme pas vraiment, un entre-deux termes pour des personnes qui sont encore un peu non initiées, je dirais. C'est soit hang, soit handpan. En fait, bah, Panhard ayant développé le premier handpan, ils ont déposé le nom hang, donc le nom qu'ils ont donné à leur instrument. Donc c'est devenu une marque protégée tout simplement par une entreprise et ça n'a pas pu devenir un terme générique pour l'instrument. Donc voilà, comme une guitare ou comme un piano. Moi, je suis pas fabricant de hang pour le coup. Donc il y a un terme il fallait qu'il y ait un terme qui remplace ça en fait, qui puisse ben voilà dénommer ce nouvel instrument de musique. Et c'est le terme handpan qui s'est imposé vers 2006 et qui est devenu aujourd'hui vraiment le terme le plus employé. Les deux principaux termes, c'est handpan et pantam. Pantam, c'est aussi un terme qui est utilisé, mais handpan, c'est vraiment celui qu'on va retrouver le plus couramment et à travers le monde. et puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'engouement qu'il y a eu parce qu'il me semble que justement il s'est développé mais à une vitesse grand V au niveau international là. Ouais, à fond. Ben, qu'est-ce que je peux en dire de l'engouement qu'il y a autour? Moi, il m'étonne pas tellement parce que c'est un instrument qui est très accessible en fait à tous. C'est un instrument qui ne demande pas de connaissances musicales nécessaires euh, pour pouvoir en jouer. C'est clair qu'on va pas devenir excellent joueur sans bosser un peu, hein. J'imagine. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un instrument qui est hyper invitant, qui est hyper intuitif, qui peut permettre à tout le monde de pouvoir déconnecter, de pouvoir planer, se faire plaisir, peut aussi faire plaisir aux autres. Donc c'est certainement ça, quant à moi, qui font aujourd'hui la popularité et puis le succès de l'instrument, couplé avec le son, forcément, hein, le son, le timbre de ces instruments, quand ils sont qualitatifs et bien faits, ça a vraiment quelque chose qui passe sous la peau. Et je crois que c'est ça un petit peu qui hypnotise les gens aussi. Je voulais te demander quelles sont les étapes de fabrication pour réaliser justement un handpan. Alors, les différentes étapes de fabrication d'un handpan, c'est principalement de la mise en forme. Bon, tout au début, il y a le choix de la matière qui entre en jeu. Ça, c'est une première chose qui est assez importante. Après, il y a des étapes de mise en forme. Ensuite, c'est du martelage. Ça va représenter, bon, ça va dépendre du processus de fabrication de chaque maker, mais je dirais à peu près 70% du travail. Donc, c'est vraiment la majeure partie du travail, c'est le travail d'accordage, le travail de martelage. Et puis ensuite, on va aussi, en fonction des makers, bien évidemment, avoir des finitions, des instruments avec plus ou moins de finition, voire des aspects de surface très travaillés des fois. Donc c'est ça, choix de la matière, mise en forme de la matière. Ensuite, on lui donne vie, on l'accorde au marteau. Et puis en fin de compte, on fait, on va dire, l'aspect esthétique, si on a. Et si tu veux, ben, je peux te montrer quelques étapes et les différents outils avec lesquels on fait un handpan. Ouais, alors volontiers, je te suis. Avec plaisir. En fait, à l'origine, le Panhard, donc la société qui a développé le hang, il fabriquait des steel pans traditionnellement à partir de barils, donc des galons comme ça de 216 litres de pétrole. C'est comme ça que traditionnellement on fabrique le steel pan. On emboutit ici le capuchon, enfin un des deux capuchons, de sorte à faire une lentille de forme concave comme ça vers l'intérieur vers l'intérieur du baril. Et on vient imprimer les notes et jouer avec des baguettes voilà, dans le concave de l'instrument. Et Panhard, en fait, profitant déjà d'une entreprise qui avait un certain succès, il y avait un très bon engouement en Suisse alémanique, surtout à cette époque pour le steel pan en Suisse, et puis aussi de technologies qu'il n'y a pas et qu'il y avait encore moins à l'époque sur l'île de Trinité et Tobago. On cherchait un moyen non seulement déjà de ne plus avoir besoin d'emboutir les barils à la main. Ça permettait déjà d'avoir plus de microdislocations dans le métal qui vont causer après des problèmes, des difficultés à l'accordage.
Ça permet d'avoir une très très bonne répartition de l'épaisseur, alors que quand on le fait à la main, on a vraiment des variations d'épaisseur beaucoup plus importantes. Et puis, ça permettait aussi de s'affranchir de la récupération de barils, avec parfois des taux de carbone qui vont vraiment fluctuer, pour pouvoir choisir une matière et faire l'expérience à travers le temps de la sélection de la matière pour venir choisir avec le temps une matière toujours plus pertinente, vraiment pour l'accordage du handpan. Et en fait, face à ces différents défis, ils ont développé les premières lentilles pour la fabrication de steel pan. Donc, ils ont testé différentes méthodes de formation de la tôle. Ils auront déterminé finalement et décidé de travailler avec ce qu'on appelle le deep drawing, l'emboutissage profond. On vient avec une matrice qui a à peu près cette forme, en fait, emboutir comme ça des tôles plates en une passe à froid. Et ils auront cherché aussi, pour le coup, à sélectionner de la matière en fonction des caractéristiques et plus en récupérant de la tôle de baril. Et en fin de compte, il y a un autre aspect aussi dont j'ai pas parlé, c'est que le steel pan se désaccorde très rapidement. Il faut sans arrêt que les makers soient là en train de faire les accordeurs derrière les steel bends. Et eux, ils voulaient une tôle, un matériau qui soit plus stable pour avoir moins besoin de réaccorder les steel pans. Donc, ils ont cherché finalement ensuite une technique une méthode pour durcir la tôle. Ils auront de nouveau fait différents essais, sémentation, trempe, et ils auront finalement décidé de travailler avec la nitruration. C'est comme ça qu'est né les premières lentilles en acier nitruré pour la fabrication de steel pan. Et donc la fabrication du hang, en fait, c'est toujours faite à partir de lentilles. On n'a jamais fait, Panhard n'ont jamais fabriqué des hangs à partir de barils. Ils auront, à l'époque où ils rencontraient Otto Weber, et puis qu'ils décident finalement de coller deux pannes l'un contre l'autre pour faire le premier Gatam avec des notes, c'est ça l'idée. Ils fabriquent déjà des steel pan avec des lentilles préformées. Donc la première étape de fabrication d'un handpan, c'est la sélection de la matière et c'est la mise en forme de la tôle. Aujourd'hui, et après Panhard, des makers qui ont voulu devenir fabricants, ils ont parfois dû repasser par l'emboutissage à la main de baril, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de développer un outil de deep drawing, par exemple. Mais c'est vraiment un standard. Aujourd'hui, il y a différents producteurs de matière dans le monde, et c'est vraiment un standard de qualité que de travailler avec de la matière préformée. Donc, c'est des opérations qui sont sous-traitées, parce que ça demande des grosses presses. Enfin, voilà, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans la formation de la tôle. Et moi, en l'occurrence, je travaille avec les tôles de chez Ayasa, qui est un producteur hollandais très connu. Et voilà. Donc, le principal des étapes de mise en forme va se sous-traiter. Et ici, à l'atelier, en fin de compte, en fonction de la gamme à réaliser, donc l'ensemble de notes, je vais, moi, en fonction de la gamme et de ma technique, venir faire la dernière étape de mise en forme, ici à l'atelier. Ça, c'était de l'inox, mais je te montrerai après comment on met en forme les notes avec de l'acier nitruré, justement. Voilà, donc retour à la presse, c'est là aussi que je vais faire la dernière étape de mise en forme. Je vais m'équiper ici de matrices. Ça, c'est des matrices qui ont une géométrie et puis aussi une technique. Il y a différents types de matrices, même s'il y a quand même un peu des grandes écoles dans les différents fabricants de handpan. C'est des matrices qui ont la géométrie et puis qui correspondent à ma technique. Et c'est comme ça que je vais former en fait, du coup avec cette technique en une fois ce qu'on appelle le tone field, donc l'espace qui va être la membrane vraiment, et le dimple qui est cette sorte de fossette qu'on peut observer au centre d'une note. Et ça c'est la dernière étape de mise en forme. En fonction de la gamme que je vais réaliser, je vais m'équiper de la matrice qui est correspondante. Préalablement à ça, je suis venu avec la feuille magnétique qui correspond à la matrice, on le verra après, dessiner à l'intérieur de la coque la position de là où je vais venir presser les notes. Puis ensuite, je viens ici et je presse. Donc il y a vraiment plein de manières de venir mettre en forme les dimples et puis les tone field. Moi, j'ai une technique, comme je le disais avant, qui consiste à faire le dimple et le tone field en une fois. Je vais venir, déjà pour commencer, centrer ma note ici avec un fil à plomb.
Ensuite, je viens avec la matrice correspondante. Je vais centrer ma matrice. On ne le voit pas là, mais j'ai des petits points de repère dessus. Puis bah, j'ai aussi naturellement les notes qui ont été dessinées à l'intérieur de la coque. Dès que c'est bien centré, que je suis content de moi, je vais faire un petit empilement avec des matrices un peu plus petites, en faisant attention à ne pas venir bouger la précédente. Voilà, toujours en centrant. Et puis quand ça c'est terminé, je mets le raccord pour venir contre la presse ici en haut. Et maintenant, on va pouvoir mettre de la pression. Tac, donc maintenant, je mets une protection auditive. Je voulais encore te demander, par rapport au nombre de notes, des fois on voit qu'un handpan a 9 notes, 10 notes, voire 17 notes. C'est quoi la grande différence en fait, à part le nombre? Voilà, la différence qu'il va y avoir, c'est finalement la tessiture de son instrument. Donc la tessiture, c'est entre la note la plus basse et la note la plus aiguë, quel écart il y a entre les deux. Si j'ai une octave, deux octaves, trois octaves de tessiture, et puis c'est un aspect, et ça va aussi offrir plus de possibilités musicales. Donc le handpan, c'est un instrument qui offre beaucoup de possibilités au niveau de la modulation du son, typiquement, des effets sonores, ce genre de choses. Euh, mais forcément, en comparaison à un piano, un grand piano de 88 touches, 5 octaves, on n'a pas autant de couleurs à choix, si on veut bien, et de possibilités de mélange de ces couleurs, donc d'accords dans la musique, qu'avec le handpan, que ce qu'on aurait avec un piano. Le grand standard, et pendant des années, Panart, en fait, ont toujours réalisé des handpans entre 8 et 9 notes, grosso modo. Ils sont jamais vraiment allés chercher plus loin. Et maintenant, ça fait, je sais pas, en tout cas 6 ans, qu'on voit vraiment apparaître de plus en plus d'instruments multinotes avec des notes parfois sur la coque inférieure aussi. Donc voilà, naturellement, je crois que les musiciens et les makers cherchent à avoir plus de possibilités, certainement avec le temps et avec l'expérience. Mais pour commencer, pour débuter, le 9 notes, c'est vraiment le grand standard. Et on a déjà beaucoup de choses à découvrir avec une gamme de 9 notes. Par rapport à la note, là je vois qu'elle est pas totalement droite, alors que j'en ai vu d'autres que tu as réalisées, où justement l'angle était parfaitement à 90 degrés. Il y a une incidence, c'est volontaire? Voilà, exactement, c'est volontaire. Donc l'orientation des notes, elle a une certaine incidence. À la base, Panart, il fabriquait des instruments donc avec des notes droites, si on veut bien, et puis à 90 degrés. Et à partir de 2006 ou 2008, je ne sais plus exactement, ils ont commencé à réaliser des notes en radial. Donc grosso modo, ce que ça va changer pour l'accordeur, le fait d'accorder une note en radial, c'est que ça va créer une condition de bord asymétrique sur le tour de la note. Donc ça va compliquer un peu l'accordage. Par contre, derrière, on aura un bénéfice, normalement. Maintenant, c'est pas parce qu'on voit des instruments avec des notes en radial que forcément, ça veut dire qu'ils sont qualitatifs. Des fois, c'est un peu des paramètres, des aspects que certains utilisent pour amener ça, cette image, mais voilà. Mais grosso modo, le fait de mettre les notes en radial, ça va permettre d'éviter certains couplages disharmoniques qu'il pourrait y avoir entre les notes, surtout les notes de proximité, donc en fait les notes qui sont l'une à côté des autres. Et puis, ça va améliorer très certainement un petit peu la propagation du son dans l'instrument, mais ça reste encore à prouver. Les Panart, en tout cas, l'auront écrit dans leurs documents. Et puis peut-être aussi le sustain. Mais ça aussi, c'est des choses que moi, en tout cas, j'ai lues théoriquement dans les documents de Panart,
mais je crois pas que ça a été vraiment analysé non plus plus que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va permettre d'éviter des découplages disharmoniques avec les notes de proximité. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la gestuelle du musicien qui se trouve derrière l'instrument? Oui et non, dans une certaine mesure. En fait, finalement, le centre de la note, après, autour du centre de la note, quelle que soit l'orientation de la note, euh, ouais, le repère, il est à peu près le même, et une membrane, c'est large. On peut vraiment la jouer partout, tant dans le dimple, mais que autour de la note, et d'ailleurs, elle se joue principalement autour du dimple. Donc, c'est pas vraiment un paramètre que le débutant, en tout cas, auquel il doit trop se préoccuper, quelle que soit l'orientation des notes. Voilà, donc maintenant qu'on a vu une étape de mise en forme, moi après la mise en forme, ce que je vais faire, c'est débuter le martelage, ce qui va représenter la majeure partie du travail. Ça va se passer ici, dans mon box. Donc c'est un box insonorisé pour la qualité de mon écoute et puis aussi la qualité de vie de mes voisins, parce que je vais faire beaucoup de bruit. On va voir que je vais travailler tout le long avec des protections auditives. Et c'est ici que je vais réaliser tout le travail au marteau des instruments. Donc je t'invite à t'avancer et puis je vais te montrer plus en détail les différentes étapes du martelage. Voilà, donc ici dessous j'ai une coque qui avait déjà été pressée en fait, qui pour le coup est déjà shapée, donc a déjà reçu la première étape de martelage. La première étape de martelage, c'est pas vraiment au cours de l'accordage en réalité, on appelle ça le shaping. Ça se fait, moi en tout cas je le fais avec un marteau à air comprimé, je vais travailler avec différentes têtes en fonction du niveau dans lequel je suis dans l'étape. Cette étape elle va consister en fait à venir repousser toute la zone qui est entre les notes, l'internote. On va venir repousser cette zone, créer en fait une condition de bord, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en fonction de comment on va repousser le bord de notre note, on va déjà prédéterminer un peu les règles ensuite de l'accordage au marteau. On va aussi venir amener une certaine tension dans la membrane et une certaine dureté à la matière. Un pan, il peut être trop shapé ou pas assez shapé. C'est une des principales caractéristiques qui va déterminer ensuite la qualité d'un instrument. C'est-à-dire que sur la base du shaping, si on n'a pas un bon shaping, on va pas, même avec un très bon accordage, faire des instruments stables et avec un beau timbre. Ensuite, quand le shaping il sera terminé, la coque, quelle que soit la matière, quand en tout cas on fait un instrument de qualité supérieure, elle va être cuite une première fois dans le four de traitement de température. Et après ce premier traitement thermique, on aura relâché les tensions qui auront été générées par le shaping et on va pouvoir débuter vraiment le travail d'accordage au marteau. Là, on peut voir 3 marteaux. En fonction des étapes d'accordage, je vais travailler avec un marteau plus ou moins lourd, gros, plus ou moins fin, jusqu'à celui-ci qui bon, une toute petite tête de marteau qui traîne quelque part. Et la première étape de l'accordage, elle consiste en fait à assouplir la membrane. Donc faire en sorte que cette zone de tôle, elle soit souple, elle soit sonnante, elle soit vibrante, tout simplement. Ensuite, et là on en vient à une des particularités du handpan, on va commencer à organiser les fréquences qui constituent le spectre d'une note. Donc la particularité d'un handpan, par rapport à un instrument à cordes par exemple, où il suffit de tendre et de détendre la corde pour faire bouger tout le spectre de fréquences, mais avec toutes les fréquences qui constituent le spectre gardent un écart en fait qui est harmonieux. La note d'un handpan, elle a un spectre qui est disharmonieux, et le travail justement de l'accordeur, du fabricant de handpan, c'est d'accorder ce spectre. Donc de créer finalement l'oscillateur, comme de créer la corde. Et ce qui va laisser aussi à l'accordeur beaucoup de liberté quant au travail du timbre de la note. Donc on va vraiment pouvoir voilà, changer le son, faire un son qui est plus ou moins boisé, métallique, cristallin, etc. avec plus ou moins de sustain par exemple. Pour pouvoir ajuster ces fréquences, en fait on va venir tordre une membrane. Grosso modo, il y a 3 fréquences de base, et c'est les 3 fréquences sur lesquelles on aura une influence. Quand on tend la note de manière générale contre l'intérieur, donc on vient comme ça faire un concave,
En réglant cette incurvation, en fait, on règle la fréquence fondamentale. Ensuite, de manière plus complexe, on a un S comme ça à travers la note, grosso modo, dans un sens, comme on a un autre dans l'autre sens. Et c'est en travaillant ces deux S qu'on va pouvoir régler les deux partiels supérieurs. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que à chaque coup de marteau, les trois fréquences, elles bougent. Donc accorder un handpan, c'est un petit peu comme jouer au Rubik's Cube. On essaie d'avoir 6 faces au final de la même couleur, mais chaque fois qu'on bouge quelque chose, d'autres choses se déplacent. Donc il faut mettre en place un jeu de stratégie, penser ses coups à l'avance, pour pouvoir au final voilà, créer un alignement de fréquences parfait, que la note elle sonne. Et, mais voilà, avec ce jeu de stratégie et cette difficulté-là. Entre les différentes étapes d'accordage, il va venir des traitements thermiques qui vont permettre, entre autres, de stabiliser l'instrument. C'est une des choses qui fait un instrument de qualité, c'est le fait qu'il soit stable. En les stabilisant aussi, en stabilisant les notes, on peut accorder avec le temps toujours plus finement les notes. Donc on aura un instrument aussi avec un son beaucoup plus cristallin, beaucoup plus fin, ce qui va générer des phénomènes de couplage. On le verra après ce que c'est qu'un couplage dans le handpan. Une chose aussi intéressante, c'est que, en fait, quand on martèle une note, on vient frapper autant à l'intérieur de la membrane, depuis l'intérieur de la coque, ou que depuis l'extérieur. Mais on vient aussi ici à l'extérieur de la note. Donc la zone d'influence de l'accordage d'une note, en fait, elle sort un petit peu de la membrane, et les zones d'influence des notes, elles se superposent, elles se chevauchent. Donc on travaille par tour d'accordage. On va pas créer une note du début jusqu'à la fin, parce que en fait, quand j'accorde une note, je désaccorde légèrement celles qui sont avoisinantes. Donc pour le coup, on va vraiment travailler, faire une première étape, un tour, une deuxième étape, un tour. Et c'est comme ça, par tour d'accordage, qu'on va pouvoir obtenir un instrument un petit peu qui se structure en fait à travers le temps. Alors c'est pas quelque chose de facile en fait. Ça demande comment dire, je pense que chaque personne qui sait faire son métier, qu'on a l'expérience, etc., au bout d'un moment, comment dire, il a une certaine habitude, c'est sûr. Mais déjà, c'est pas facile à apprendre. Au début, c'est très casse-tête et vraiment on peut se tirer les cheveux en apprenant à accorder. Et il va falloir du temps pour faire vraiment des instruments stables. Mais après, voilà, effectivement, il y a cet aspect dans l'accordage du handpan, c'est que ça demande toujours une certaine concentration, une certaine disponibilité mentale. On peut, un problème, comme typiquement si je reprends l'image du Rubik's Cube, si on n'est pas dans la bonne disposition, qu'on s'énerve ou ce genre de choses, on peut tourner autour d'un problème longtemps alors qu'on aurait pu le régler en quelques coups. On voit que les meilleurs, en moins de 10 secondes, je crois, ou peut-être encore moins de 7 secondes, je sais pas, ils arrivent dans n'importe quelle condition à remettre un de ces jeux voilà, juste. Donc c'est pareil pour le handpan, on peut parfois buter longtemps, et simplement le fait de poser l'instrument, de faire un break, de travailler sur une autre opération, sur un autre pan, quand on revient, tout à coup le truc il se débloque. Il y a vraiment ce côté stratégique. Si on se trompe en cours de mise en place des notes, etc., est-ce que c'est rattrapable ou vous travaillez sans filet? Voilà, en fait, une membrane, dans une certaine mesure, elle est travaillable en permanence. C'est pour ça qu'on va pouvoir réaccorder l'instrument avec le temps, et qu'un instrument de qualité, il n'a pas de temps déterminé, quoi. Je veux dire, il peut être réaccordé pendant plusieurs générations, tant que l'acier ne rouille pas, se détruit pas, quoi. Mais par contre, par exemple, si je venais trop repousser la membrane, au bout d'un moment, la matière, je vais l'allonger, donc elle va s'affiner. On le voit, hein, un dimple, typiquement, on est venu repousser ici un dôme, donc on a affiné la matière. Si maintenant je voulais la retravailler dans l'autre sens, je sais pas si tu arrives un peu à imager, on aurait trop de matière, ce serait plus vraiment travaillable. Donc typiquement, le débutant, au bout d'un moment, il doit se contenter d'avoir une certaine qualité et il doit avancer. Il peut pas sans arrêt apprendre et toujours faire mieux. Il va devoir se contenter d'une certaine qualité, terminer un instrument, et puis c'est avec le temps qu'on va plus commettre certaines erreurs. Mais voilà, on peut toujours retravailler, mais tout dépend si on est allé trop loin, c'est pas. Au niveau de l'accordage, est-ce que tu as la possibilité de nous montrer comment ça s'effectue?
Ouais, avec plaisir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un instrument qui a déjà été collé, qui est en fin de fabrication. On est sur l'accordage fin, en fait, donc ça s'assimile plus au service de réaccordage qu'on fait à un client qui vient faire entretenir son instrument, genre tous les 2-3 ans. Et là, je vais pouvoir te montrer sur l'ordinateur les deux programmes avec lesquels je travaille. C'est ces deux analyseurs de spectre qui vont me permettre de voir justement les différentes fréquences de la note et les trois sur lesquels moi j'ai une influence, donc qui m'intéressent. Et puis tu vas pouvoir voir du coup le travail au marteau, comment je vais venir soit depuis l'intérieur à travers l'ouverture de résonance martelée, soit depuis l'extérieur. Et puis finalement, voilà, à ce moment-là, j'ai créé la membrane, donc elle a ses conditions. Et puis j'ai créé finalement un petit peu les règles et je vais venir de nouveau avec un petit peu de stratégie réaccorder et puis affiner l'accordage. Et puis ça, tu l'obtiens alors que c'est quand tu as les 3 positions qui sont vertes, c'est ça? Exactement. Donc au début, les fréquences, elles sont complètement aux fraises. Et puis avec le temps, gentiment, elles vont se rapprocher de là où elles doivent être. On voit 3 sliders sur l'écran. C'est là où elles doivent se trouver au final. L'autre programme avec justement les couleurs, lui, il me permet de vraiment encore voir plus finement. Et c'est quand ces trois sliders s'y seront verts que ma note, elle sera juste. Je voulais te demander, est-ce qu'il y aurait la possibilité que tu nous montres comment on utilise un handpan? Ouais, avec plaisir, je peux te montrer comment on en joue. Pour le coup, je te propose qu'on monte à l'étage, j'ai un espace qui est dédié pour ça. Bon, la première chose, le handpan, on peut le jouer dans différentes positions. On peut le jouer sur un stand, typiquement, directement sur le corps. On va pouvoir le jouer debout, avec le stand, ou alors assis. Moi, la plupart du temps, je le joue soit debout sur le stand, soit assis sur les jambes, qui est un petit peu la position classique, en fait, de jouer le handpan. La seule règle, c'est qu'il faut que l'ouverture de résonance, ici, elle soit libérée. Si elle n'est pas libérée, on n'a pas une bonne compression de l'air dans l'instrument.
Et c'est une des seules choses qu'on va observer quand on joue du handpan. Autrement, on va le voir, il y a beaucoup de liberté. Donc, je t'invite à te lever, à me suivre, et puis je vais te montrer, voilà, en position assise, comme je préfère, comment on va venir jouer les notes. En fait, ça va être difficile d'expliquer comment on joue du handpan en une minute. Ce que je vais faire plutôt, c'est te montrer comment il fonctionne, comment il est constitué. Donc, le handpan, c'est deux pailles, collées l'un contre l'autre, ce qui crée une caisse de résonance semi-fermée. Semi-fermée parce qu'on a une ouverture de résonance, justement. Cette ouverture, Panhard, ils l'auront appelée le goût. C'est ici qu'on trouve la compression de l'air de l'instrument. Sur le col, le bord du goût, on a le son qu'on appelle le gwing. Et en fait, en référence à cette partie, on appelle toute la partie inférieure de l'instrument le goût. Donc j'ai le goût contre les jambes et j'ai le ding ici à portée de main. Cette partie, on l'appelle ding en référence à la note centrale, qui est la tonique de la gamme, donc la plus basse. Elle a sa note ici en apex. Et ça, c'est le ding. Autour du ding, j'ai ce qu'on appelle le cercle tonal. C'est là que je vais avoir mes notes. Mes notes, elles sont organisées en fait en quinconce, si on peut dire, de sorte à ce que je puisse monter et descendre la gamme une main en alternance. La plupart des handpan, ils sont faits pour, entre guillemets, gaucher. Donc on va commencer avec la main gauche. Et tu vois que simplement en montant une main l'une après l'autre, droite, gauche, droite, je monte et je descends la gamme. Et voilà, à défaut de pouvoir te parler plus du jeu directement, ce que je te propose, c'est de te faire une petite démo et de pouvoir un petit peu apprécier voilà, la gamme déjà de cet instrument. Mais volontiers. Ça a quand même un son qui est assez impressionnant. Hein. C'est un peu un ovni de la musique. Ouais, on peut le voir comme ça, à fond. Cet instrument-là, est-ce que il est utilisé dans quoi comme genre de musique? Est-ce qu'il s'intègre dans des groupes maintenant ou comme ça, que ce soit par exemple du rock ou seulement au niveau, comment dire ça, musique plutôt d'ambiance ou non? Est-ce qu'il est vraiment polyvalent? Bon, je pense qu'on va le retrouver quand même principalement dans certains styles de musique, même si c'est un instrument tout à fait polyvalent et je veux dire, on peut théoriquement, pratiquement l'utiliser dans tous les styles, évidemment. Maintenant, je crois que il est un peu utilisé dans la musique électronique, il est assez apprécié dans le jazz et puis aussi, je pense que le plus fort engouement qu'il y a autour de cet instrument, c'est un peu sur son côté un petit peu planant, spirituel, comme ça, méditation, c'est un petit peu ça qui attire pas mal les gens. Mais finalement, ouais, on le retrouve vraiment dans pas mal de styles de musique différents. Lorsqu'on parle de méditation, on entend souvent parler de 432 Hz ou également de 440 dans la musique. Mais c'est quoi exactement la différence? Parce qu'on entend un peu tout ou on lit un peu tout sur Internet. En fait, on a besoin d'une référence, d'une norme mondiale pour pouvoir tous jouer ensemble. Pour ça, c'est un petit peu comme déjà, il nous faut quelque chose pour le déterminer, un peu comme le centimètre ou le mètre, ce genre de choses. Puis après, un centimètre, ça correspond à quoi finalement? Un centimètre, c'est 10 millimètres, etc., etc. Pour la musique, c'est pareil. On a tous les notes à disposition, mais si moi, quand je joue un La, je veux que ça sonne comme ton La, il faut qu'on détermine, par exemple, que le La soit à telle et telle fréquence. En fait, comme les fréquences et la justesse, l'harmonie musicale, elles fonctionnent sur un principe d'écart et de rapport mathématique, on n'a pas besoin de déterminer la hauteur de chaque note. On a besoin de déterminer la hauteur d'une note
Donc on va en prendre une, en sélectionner une, on a sélectionné le La. Ensuite, il faut déterminer l'octave aussi, parce qu'un La, il peut être à plusieurs octaves. On a décidé de choisir le La3. Et puis finalement, le La3, on a décidé de le mettre à 440 Hz. Comme ça, quand quelqu'un en Afrique il accorde un instrument, ben, il se référence au La3 440. Puis moi, quand je vais accorder mon instrument en Suisse, et qu'un jour nos instruments vont se rencontrer, on sera basé sur la même référence. Donc toutes nos autres notes, elles auront été aussi accordées par rapport à celle-ci. Ce qui permet en fait de tous jouer ensemble, tout simplement. Maintenant, il y a différentes théories qui expliquent comme quoi que le 432, en fait, d'utiliser comme référence le 432 Hz pour le La3 au lieu de 440, ce serait finalement accorder nos instruments plus en relation et en sympathie et en harmonie, si on veut, avec la fréquence des planètes. Mais ça reste de la théorie, des théories qui sont en tout cas pas scientifiques. Après, on est libre d'y croire. Il y en a plusieurs. Il y a celle de la fameuse vibration des planètes, comme quoi que accorder avec le 432, ce serait voilà, plus en sympathie avec la fréquence. Mais qui a pu mesurer la fréquence des planètes? Ça, je ne le sais pas. donc voilà. Donc il y a beaucoup de confusion autour de ça. Certaines personnes qui disent « Ah, mais le 432, c'est la fréquence de la Terre et tout ça ». Déjà, au sein de la théorie même, il y a beaucoup de confusion. Non, c'est simplement changer la référence. On aurait pu mettre à 444, 436, 432. Mais il y a certaines personnes qui attachent une importance pour des instruments dans l'utilisation d'instruments thérapeutiques, sonothérapie, etc. parce qu'ils y voient une qualité supplémentaire. D'accord. Et puis, encore une question par rapport à ça. Des fois, on voit justement que tu as des handpan qui sont en ré mineur ou d'autres en do mineur. Qu'est-ce qui justifie, en fin de compte, cette différence? Alors, entre do mineur et ré mineur, on est toujours sur une gamme mineure. La différence, du coup, c'est do et ré, c'est la tonalité. Donc, ça, c'est un ré, par exemple. Et le do, c'est une note qui est un ton plus grave. Ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc le do est un ton plus grave. Et la différence, ça va tout simplement être la tonalité. Donc si c'est le même mode, si c'est la même gamme de ré mineur, tout simplement, on a transposé chaque note d'un demi-ton plus grave. Donc mon ré, il va devenir un do. Puis ensuite, la seconde note, elle va devenir le ton d'en dessous. Et simplement, on garde donc le même écart qu'il y a entre les notes, c'est l'écart entre les notes qui déterminent une gamme. Et ensuite, sa tonalité, c'est la hauteur de la note de laquelle on démarre, en fait. Et ça, la tonique, donc le ding ici, il est en ré. Donc c'est un instrument en ré. Maintenant, il y a aussi, mais je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, quelques subtilités. Il peut y avoir des instruments où la note centrale n'est pas la tonique de la gamme. Et même si c'est la plus grave, la tonique, elle a aussi une place. Chaque note a une place dans une gamme. Il y a la sensible, la tonique, etc. Des notes qui sont concluantes dans le jeu. Et ça, c'est un peu de la théorie musicale à pousser. Voilà, je vais pas trop m'étaler là-dedans. Mais voilà, il y a aussi cet aspect-là. Donc, c'est la tonalité. Tu nous parlais tout à l'heure comme quoi tu donnais des cours, mais est-ce que c'est des cours individuels, des initiations? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Avec plaisir. Je propose donc des cours et des initiations principalement. Les cours, c'est individuel, donc c'est une approche personnalisée. C'est vraiment très adapté à la personne en fonction de son expérience, puis aussi de ce qu'elle attend de l'instrument en fait. Parce qu'on n'est pas tous dans la même recherche, dans la même pratique finalement, et puis on n'a pas aussi tous la même expérience déjà de l'instrument. Et même si on n'a aucune expérience, en fonction de ce qu'on a déjà fait dans la vie, par exemple la mémoire qu'on a dans les mains, ce genre de choses, voilà, on n'a pas tous la même facilité peut-être ou sensibilité au début. Donc moi, je vais vraiment adapter ça. C'est l'avantage du cours individuel. Le cours, du coup, c'est vraiment pour apprendre à jouer. Ensuite, l'initiation, c'est pour découvrir le handpan sous tous les aspects. En plus, ici, on est dans un atelier de fabrication, donc on a la chance vraiment de pouvoir non seulement voir le jeu, mais aussi voir la fabrication, le process. Donc, c'est de pouvoir voir tous les aspects finalement d'un instrument, sa fabrication, son jeu, en faire l'expérience, mais aussi un petit peu son histoire.
mais de les survoler naturellement, parce qu'en 3 heures, on n'a pas le temps de découvrir en profondeur tout ça. Et les initiations, j'en propose des individuelles aussi pour les personnes qui ont des emplois du temps, par exemple, qui jouent pas avec les dates que je pose pour les initiations collectives. Mais principalement, j'en fais des collectifs par groupe de 5, où chacun va avoir un instrument en prêt à disposition. Et puis on va pouvoir aussi avoir une certaine qualité d'écoute de jeu. Et moi, j'aurai une certaine disponibilité aussi pour chacun. Donc voilà, c'est limité à 5 participants. Et à qui ça s'adresse le handpan? Bon, à toute personne, je pense, qui est touchée par le son, je crois, et qui aurait envie de pouvoir le faire sonner lui-même, en fait, générer ce son. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de jouer, je crois. C'était cette possibilité de faire chanter cet instrument et de jouer ma propre musique. Après, quand on demande à qui il s'adresse, la question, j'ai envie de me dire, est-ce qu'elle n'est pas plutôt, est-ce qu'on peut être limité, est-ce qu'on peut ne pas le jouer? Oui, dans une certaine mesure, on peut ne pas pouvoir jouer un handpan, malheureusement. Mais sinon, je veux dire, pour toute personne, c'est un instrument qui est très très accessible. Il faut pas avoir de prérequis. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et puis il y a quoi? Il y a une continuité justement dans cette facilité des notes qui s'harmonisent les unes avec les autres, ce qui fait que même si tu n'es pas, enfin, si tu es un novice, tu vas quand même trouver une satisfaction en jouant parce que gentiment tu vas devenir meilleur, bien sûr, en peaufinant le nombre de fois que tu joues. Mais c'est justement cette harmonie qui fait qu'il est accessible un peu à tout le monde. Alors, c'est quasiment toutes ces caractéristiques, quant à moi, qui font que c'est un instrument qui est accessible. Non seulement les instruments, les handpans sont construits sur des gammes, sur des modes. Donc on a directement entre les écarts de notes une certaine harmonie. Dès qu'on joue les 3 premières notes, à la suite, en fait, on entend une atmosphère, c'est inspirant, c'est évoquant. Chose qu'on va pas du tout avoir avec un piano, en fait. Ensuite, en fonction des gammes qu'on va choisir, beaucoup de notes correspondent, jouent ensemble. Donc naturellement, on va essayer, tâter, y aller complètement au feeling. On peut pas faire de fausses notes, comme je l'expliquais aussi. Donc on va pouvoir y tâter, y aller au feeling, et puis les choses, elles vont répondre finalement à ce qu'on fait. Mais c'est aussi son ergonomie. C'est un instrument, à la limite, si on se sent un peu encombré, si on l'a sur les jambes, on peut le jouer sur un stand. Il est assez pratique. C'est toutes ces choses qui font le fait qu'il est accessible. Encore une chose. On voit des handpans, mais on voit aussi des tong drums. C'est quoi la différence, justement, entre ces deux instruments qui ont l'air, à prime abord, d'être plus ou moins semblables, hormis qu'ils ont l'air plus petits les autres, hein? Oui. Bon, la différence principale, c'est que le tang drum, c'est un lamellophone. Le handpan, c'est un instrument à membrane. Et en fait, le tang drum a un spectre de fréquence beaucoup plus réduit par rapport à un handpan. C'est un son qui est beaucoup plus riche, si on veut, le handpan. À l'origine, le tang drum, il est développé pour répondre en fait à une indisponibilité du handpan, et puis aussi, au-delà de l'indisponibilité, au fait que c'est un instrument qui coûte assez cher, quoi. Donc le tang drum peut être fait de manière hyper mécanisée, découpé au laser. Donc naturellement, c'est beaucoup moins cher à produire. Donc en fait, il s'est imposé comme une alternative moins chère et disponible au handpan. Et sa différence, c'est principalement ça. Le handpan, c'est une membrane. On va pouvoir moduler, avoir un travail fin autour des fréquences qui constituent le son. On peut isoler certaines fréquences, faire ressortir les harmoniques. On a aussi des phénomènes de couplage, c'est-à-dire qu'une note, quand on la joue, elle vient faire vibrer, alors qu'on ne l'a pas joué, une autre note. Ça, c'est ce qu'on appelle la sympathie harmonique. C'est toutes des choses qui participent à la magie, à la richesse du son qu'on n'aura pas dans un tang drum. Le tang drum, ça va souvent se jouer avec des baguettes, par exemple, parce qu'on a peu de finesse, de sensibilité au niveau des doigts. Ça peut aussi faire mal, tout simplement, de jouer un instrument à lamelles. Donc, si on veut bien, le tang drum, c'est un instrument qui est basé sur un principe mécanique qui n'est pas du tout nouveau ni récent, comme la membrane du steel pan, dont hérite le handpan, pour le coup. C'est un système, un principe qu'on connaît déjà, mais qu'on a adapté à une géométrie, à une forme, à un design qui ressemble au handpan. Donc on a pris 2 dômes, on les a collés les uns contre l'autre, on est venu faire des lamelles sur une seule et même surface,
Mais des lamellophones, il en existe énormément. Voilà. J'avais encore une dernière question à te poser. Une personne qui serait intéressée de jouer du handpan, quelle est la démarche qu'elle devrait avoir? Alors moi, le premier conseil que je donnerais à une personne qui s'intéresse à l'instrument, c'est déjà d'aller emmagasiner le maximum d'informations. Je crois que quand on est passionné, c'est assez facile. Donc c'est déjà d'aller emmagasiner le maximum d'infos, qu'elles soient fausses ou justes, autour de l'instrument. On va pouvoir les recouper, voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Et ça va nous permettre voilà, de pas être démunis au moment où on veut finalement vraiment s'y intéresser, passer la porte peut-être d'un magasin ou d'un fabricant. Moi, après, ce que je conseille, si vous avez la possibilité, la chance d'avoir un fabricant à proximité, c'est d'approcher quelqu'un qui les réalise, parce que vous allez pouvoir avoir une qualité de conseil et puis peut-être aussi une possibilité à choix qui sera beaucoup plus grande. En magasin, on va trouver quelques modèles génériques standards parce qu'ils ont une multitude d'instruments qui veulent proposer du handpan, comme on propose de la batterie, etc. Mais chez le fabricant, comme par exemple dans mon atelier, on aura un service de personnalisation qui sera possible. On aura la possibilité de comparer différents matériaux à choix s'il y a, de pouvoir comparer différentes gammes, de parler des tonalités et de peut-être ne surtout pas partir dans un achat précipité et de prendre le temps peut-être d'y retourner aussi, d'échanger. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut s'envoyer des vidéos, on peut faire plein de choses. Parce que je crois, et le conseil le plus important que j'ai à donner, c'est prenez le temps, en fait. Prenez le temps de vous renseigner, que ça soit sur l'instrument, sur les fabricants aussi qui existent, pour pouvoir trouver le pan qui vous correspond le mieux. Moi, en tout cas, ma passion, mon métier à la base, c'est la fabrication. Par la force des choses, parce que je souhaite être un atelier indépendant qui fait de la vente directe, je prends et j'endosse le rôle de vendeur. Et typiquement pour moi, en tant que vendeur, mon but, c'est vraiment de permettre à la personne de trouver l'instrument qui lui correspond vraiment. Donc prenez le temps pour trouver un instrument qui vous correspond vraiment. En tout cas, merci pour toutes ces informations et puis pour nous avoir permis de découvrir ce bel univers. Avec plaisir. Merci pour ta visite. Merci Jonas, à tout bientôt. À bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Jonas Lamblay pour son aimable hospitalité, ainsi que pour nous avoir permis de découvrir son bel univers musical. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos qu'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais dans ta région et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour cela, tu peux m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.